Wisport FR 100% live. C'est l'heure de la mêlée à 5. Votre émission rugby présentée par Grégoire Alain. Bonjour à tous et bienvenue dans Mêlée à 5, votre rendez-vous rugby sur la radio 100% live de wisportfr.com. Ce soir, nous débrieferons les demi-finales de la Coupe d'Europe qui ont eu lieu le week-end dernier, que ce soit Challenge Cup ou Champions Cup. Voilà, on vous emmènera un petit peu partout. On ira ensuite sur les pelouses du top 14 où la course au top 6 et à la relégation fait rage. Voilà, à l'entame tout simplement de ce sprint final du championnat de France. Et enfin, pour terminer, nous aurons un débat sur le nouveau sélectionneur du 15 de France, donc qui devrait être Fabien Galtier. Et également, on discutera du staff qui devrait l'accompagner dans le but, évidemment, de la Coupe du Monde 2023, de préparer cette équipe au mieux pour la Coupe du Monde 2023 qui aura donc lieu en France. Voilà, ce que vous devez rapidement savoir, c'est que je ne vais pas animer cette émission seul. Voilà, j'en m'accompagne ce soir 3 chroniqueurs, Olivier et Bastien. Salut Olivier. Et bonsoir Grégoire, bonsoir à tous, bien très heureux d'être avec vous. Vincent Chalier. Salut à tous. Et Flavien Olivier, le petit nouveau de la rédaction. Salut Greg, salut tout le monde. Messieurs, si vous le voulez bien, on va commencer sans plus tarder par les débriefs des demi-finales de Coupe d'Europe qui se sont disputées le week-end dernier, comme je l'ai dit en introduction, avec tout d'abord la Champions Cup. Donc on va vous mettre à l'écran un petit visuel pour vous remémorer un peu les résultats de ce week-end de Coupe d'Europe. Donc voilà, avec les victoires des Saracens face au Munster et du Leinster face à Toulouse en ce qui concerne la Champions Cup. Et en ce qui concerne la Challenge Cup, nous aurons une finale 100% française puisque La Rochelle a disposé de Sale et que Clermont a battu les Harlequins. On va donc commencer par la Champions Cup, logiquement, avec donc les deux rencontres que j'ai énoncées. Donc les Saracens qui ont battu le Munster sur le score de 32-16 et le Leinster qui a battu Toulouse sur le score de 30-12. Vincent, toi qui nous viens directement du sud, qui est supporter du Stade Toulousain, est-ce que tu peux nous livrer ton ressenti sur cette performance et sur cette prestation du Stade Toulousain et du Leinster aussi? Ça a été une performance qui a l'image de l'écart entre les deux équipes. Le Leinster avec son jeu huilé, son jeu précis, chirurgical, un jeu au pied de pression qui est parfait, une défense infranchissable. Voilà, Toulouse a essayé de faire avec ses armes, de jouer, mais bon, la marche était à mon avis trop haute pour eux cette saison, mais j'ai bon espoir que ça leur apprenne pour la suite. Voilà. Flavien, si tu veux donner ton avis là-dessus, moi j'ai une question qui oriente un peu aussi au-delà de ce match. Quel bilan faire de la saison du Stade Toulousain tout simplement en Coupe d'Europe? Non, mais le bilan du Stade Toulousain, de toute façon, il est déjà bien en fait, parce que c'était du bonus cette demi-finale, clairement. On les attendait pas à ce niveau-là. Le jeu est léché. C'est l'un des plus beaux jeux d'Europe avec Clermont. Clairement, on va pas se mentir. Voilà, une magnifique victoire au Racing à 14-15 après la 32e minute, je crois. Mais là, bon, on va pas se mentir, la marche était trop haute. C'est un sentiment d'impuissance horrible pour les Toulousains. L'expérience a parlé, quoi. 14 internationaux irlandais sur 15. Le 15e, c'est Jack Lowe. On l'a vu, il a fait plutôt mal. Mais ouais, non, sinon, la saison est vraiment très très bonne à part ça. Olivier, est-ce que toi tu as un avis sur cette comme on dit rapidement Vincent et Flavien, mais c'est assez complet, il n'y a pas beaucoup de choses à dire de plus. Voilà, la saison du Stade Toulousain qui est vraiment très bonne pour le moment, surtout en top 14. Ils avaient enchaîné plusieurs mois sans défaite jusqu'à leur défaite à Toulon au Stade Vélodrome, et donc là oui, ils sont tombés sur une équipe qui était plus forte qu'eux, plus expérimentée. Voilà, cette équipe du Leinster tenante du titre. Voilà, quel bilan toi tu fais de cette campagne européenne du Stade Toulousain? Écoute, c'est un bilan globalement positif. C'est vrai que quand on voit où en était Toulouse à la fin de saison dernière, arriver en demi-finale, c'était déjà une belle chose à faire. Il y a eu un premier tour qui était globalement maîtrisé, hormis cette défaite au Leinster, mais et puis aujourd'hui en demi-finale pareil au Leinster aussi. Je veux dire, cette année en Coupe d'Europe, il ne bute réellement que face à un ogre européen. Donc quand on repart de loin en essayant de mettre en place un jeu à la toulousaine qui revient et qui nous fait plaisir, je trouve que oui, c'est globalement positif. Après, on sait très bien qu'en Coupe d'Europe, recevoir dans les matchs serrés et coups près
que sont les quarts de finale, les demi-finales, c'est généralement un avantage très considérable. Et sur les 4 rencontres de Coupe d'Europe, on a vu que les équipes qui recevaient finalement se sont imposées. Donc, je n'attendais pas forcément un miracle toulousain, mais je pense que ils ont joué avec leurs armes. Maintenant, oui, comme a dit Flavien, quand tu joues le 15 d'Irlande en face, ça reste assez compliqué. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont. Après, voilà, on est dans un sport où on ne va pas critiquer l'arbitre, donc je vais m'abstenir, même si, bon, je dirais que Monsieur Barnes a été à l'image de Monsieur Barnes quand il rempistre des Français. Mais voilà, non, globalement, si on s'en tient juste au jeu et aux résultats, voilà, le Stade Toulousain, c'est globalement positif sur cette campagne européenne. On aurait aimé plus, mais voilà, quand vous tombez au Leinster en demi-finale, pas non plus de quoi rougir. Et puis, comme on le sait très bien, le Stade Toulousain, avant de reprendre son hégémonie européenne, va chercher à aller reposer ses pieds sur l'hégémonie française. Après, si on peut revenir un petit peu sur le match, il y a quand même quelque chose qui me chagrine un petit peu. C'est que les choix, par exemple, de taper les pénalités ou d'aller en touche, je me rappelle à la 45e minute, toujours en première mi-temps, donc 5 minutes après la sirène, Ouais, totalement, je suis il y d'accord. a, il y a un choix où ils sont à 30 mètres à peu près, un peu sur la droite des poteaux, où ils décident de ne pas prendre les 3 points et d'aller en touche, et derrière, ils se cassent les dents. Enfin, ça coûte 3 points et ça coûte peut-être une dynamique qui s'inverse et un retour des vestiaires plus, plus emprunt à une meilleure prestation toulousaine. C'est là aussi où l'expérience fait la différence, à mon avis. Un club comme le Leinster, comme tu le dis si bien Flavien, hein, ils auraient pris les 3 points, ils ne seraient même pas posé la question. En plus, avec un buteur de la trempe de Sexton. Là, voilà, c'est peut-être un péché d'orgueil. Ils se sentaient peut-être forts. Ils se disent, voilà, si on marque un essai juste avant la mi-temps, ça leur fera mal, ça les fera douter. Voilà, après, c'est des choses. C'est un petit manque d'expérience. Et je pense que, voilà, encore une fois, ce genre de match, ce genre de grand match, les fera progresser tous. Et en espérant que, ben oui, ils puissent la prochaine fois faire mieux, encore mieux, et aller titiller ces équipes comme le Saracens ou le Leinster. Ouais, c'est vrai, c'est ce que disait notamment Romain Ntamak, hein, après le match au micro du média qui diffusait la rencontre. Je me souviens, hein, il a dit effectivement que c'était compliqué pour aujourd'hui, mais que ça allait les faire grandir, voilà, de jouer face à une équipe comme ça, aussi affûtée, aussi expérimentée que cette équipe du Leinster. Moi, je voulais savoir aussi, est-ce que finalement, parce que c'est la question que je me suis posée, est-ce qu'on en avait déjà parlé dans la première émission de Mêlée à 5, je me souviens, est-ce que finalement cet écart, entre guillemets, cette classe d'écart entre les deux clubs et ce match ne révèle-t-il pas l'écart qu'il y a entre le top 14, enfin entre les bonnes équipes du top 14 et les bonnes équipes des championnats étrangers? Parce que le top 14, c'est peut-être le championnat le plus homogène, hein, où les équipes du milieu bas de tableau sont peut-être les plus fortes d'Europe, mais les meilleures équipes se trouvent souvent en Angleterre ou en Irlande. Est-ce que pour vous, messieurs, c'est pas justement révélateur, pardon, de cet écart qu'il y a entre le top 14 et les autres championnats, notamment en termes de temps de jeu effectif? Vincent, si tu as un avis là-dessus. Oui, clairement. Puis peut-être plus globalement de la différence entre le rugby français, et qui est un petit peu à la peine ces dernières années, et le rugby irlandais, le rugby anglais, bon, les rugby gallois dans une moindre mesure, parce qu'ils ne sont pas forcément trop là sur les phases finales européennes. Mais oui, c'est clairement, il y a un problème de niveau de jeu, je pense. On n'a pas des matchs avec autant d'intensité, avec des défenses aussi rugueuses. Voilà, c'est avec comment dire, des temps de jeu effectifs qui peuvent être monstrueux parfois. On a encore vu les Saracens qui, quand ils ont commencé à accélérer, c'est juste intenable physiquement. Donc oui, pour moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est révélateur de la différence entre le rugby français, le top 14, et voilà, les meilleures nations européennes que sont l'Angleterre ou l'Irlande. Olivier, je te sens bouillir sur ce point. Ouais, non, pas forcément, parce que moi je serais peut-être même plus positif, tu vois. Parce que bon, c'est vrai que cette année, il n'y aura pas de club français en finale de H4, enfin de Champions Cup. Mais enfin, je veux dire, le Racing a réussi à venir en finale pendant 2 saisons sur les 3 dernières. On a quand même, le Racing a été là, donc je veux dire, on a quand même hissé des clubs en finale et en demi-finale. Donc, je ne pense pas forcément qu'il y ait un écart si élevé. C'est plus, oui, on va dire qu'il y a encore une question de détails. Voilà. Si on dit qu'est-ce qui fait le haut niveau, ce sont les détails. Donc oui, on a un problème sur les détails dans ces gros chocs. On fait des mauvais choix, mais c'est toujours des petits choix qui font qu'à la fin, à l'accumulé,
ça fait la défaite. C'est d'ailleurs pour ça même que le Racing a peut-être perdu en finale aussi. C'est que dans ces temps forts, dans ces moments, il a un peu pêché. Mais je pense pas qu'il y ait un si gros écart de niveau entre les clubs. Je pense que justement la différence, c'est que nous, en France, on a des clubs, on va dire qu'on a 6-7 clubs qui peuvent être champions de France au départ de la saison. Vous prenez en Angleterre ou dans le Pro 14 en Irlande, il y en a 3-4 maximum. Et même je veux dire, en Irlande, c'est 2, c'est Munster ou Leinster. Donc, non, je dirais qu'on a une petite amélioration à faire sur ce qui va être les petits détails qui font le haut niveau. Mais l'écart n'est pas si élevé à mon sens. Et j'irais même plus loin qu'Olivier, moi, parce que je ne partage pas du tout ce constat. Aujourd'hui, en Europe, hormis le Leinster et les Saracens, qui est au-dessus de Clermont et Toulouse? Quand on voit le Toulouse-Clermont d'il y a 2 semaines, je crois, 48-44, une orgie de jeu, des talents à tous les postes, qui aujourd'hui est au-dessus de ces 2 équipes en Europe, à part le Leinster et les Saracens? Alors, comment dire, Le Munster, hein, par exemple. Ouais, ça se joue, ça se joue. Voir le Racing, parce qu'en vrai, le Racing, on n'en a pas beaucoup parlé parce que finalement ils sont pas présents en demi-finale, mais sur Toulouse, donc c'est encore une équipe française. Oui, non, mais Donc, c'est au clair. final, C'est clair. Mais après, voilà, une équipe beaucoup moins que Toulouse ou Clermont, que surtout Toulouse, une équipe qui est quand même du Racing où il n'y a pas énormément de Français. Et puis encore une fois, les petits, comme on parle de petits détails, mais ces petits détails, tu les travailles où, tu les gères où, tu vas pas les gérer en top 14. Il y a pas ces matchs où ça se joue sur un détail, où il y en a très très peu dans une saison. En Coupe d'Europe, quasiment tous les matchs se jouent justement à des détails. Regarde, si Toulouse, si Médard fait pas faire l'en avant à Basse aux 3 quarts dont le nom m'échappe, jamais il passe en quart de finale. C'est des petits détails. Donc c'est vrai que je pense que en fait, c'est plus un niveau global de jeu, peut-être où ça se joue. Ça se joue là-dessus, comme tu dis, ce petit détail. Mais je pense qu'en top 14, on n'a pas assez de ces gros matchs pour justement travailler ces petits détails et faire que tu fais le bon choix au bon moment dans les matchs couperés. Ce n'est que mon avis. Tu parles de détails, mais moi, parce que j'avais fait la preview de ce match, je préfère parler d'expérience en fait. Parce que cette équipe toulousaine, les détails, ça va avec l'expérience. Et je suis sûr que s'ils gardent cette ossature, les Toulousains, dans 2-3 ans, avec plus d'expérience, avec un Antoine Dupont plus âgé, un Tamac plus âgé, Ramos plus performant, cette équipe pourra détrôner les gros ogres européens actuellement. Ouais, Clairement. ça on est d'accord, je pense. Mais après, ce qu'ont fait par exemple les Irlandais, tu vois, c'est que depuis de très très nombreuses années, ils ont un peu rassemblé à l'instar de ce qu'ont fait les nations du Sud aussi, hein, elles ont rassemblé leurs meilleurs joueurs dans le même championnat, même dans les mêmes équipes, ce qui font que ça profite et aux meilleures équipes du championnat à l'échelle des coupes d'Europe et à l'équipe nationale lors des grandes compétitions, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de jouer toute l'année ensemble. Les Irlandais, maintenant, c'est une génération assez vieillissante, mais qui joue ensemble depuis très longtemps, auquel ils ont incorporé certains jeunes comme il s'appelle déjà, Stockdale. Voilà, et c'est vrai que c'est un système qu'on n'a pas encore en France et qu'on a peut-être trouvé d'ailleurs avec le Stade Toulousain, avec beaucoup de Toulousains qui ont été incorporés à cette équipe de France récemment. Et de toute façon, Après, l'un dans l'autre, si on le retrouve quelque part, et comme le dit Flavien, aujourd'hui, quelles sont les 2 équipes qui marchent fort? Toulouse et Clermont. Et il suffit de regarder la dernière compo du 15 de France, même si c'est au début, finalement, on trouve énormément de Toulousains et Clermontois. Donc c'est peut-être un peu ce qui est en train de se mettre en place finalement. Ouais, non, mais justement, je suis d'accord, c'est en train de se mettre en place, mais c'est vrai que chez les Irlandais notamment, un peu chez les Anglais et anciennement chez les Australiens, beaucoup je crois, c'était vraiment ancré dans la culture et dans le projet de la nation. après, On comme va on l'a dire qu'on est dit, en train de commencer à faire quelque chose alors. Ah, On ne peut pas demander des résultats de suite. Ah oui, quelque non, mais, part. non, mais ça c'est clair, ça c'est plus que clair, et je pense que c'est même une bonne nouvelle qu'on commence un peu à fonctionner comme ça en France, C'est parce ça. que voilà, c'est... Après, mais on a comme on l'a connu dit en Vas-y, je t'en prie. Je disais, on a connu des équipes de France il y a quelques années, 15-20 ans, où il y avait la moitié toulousain, la moitié clermontois aussi. Donc, est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce que quelque chose est en train d'être mis en place? Je ne suis pas aussi persuadé que vous. Pour moi, c'est un modèle global. Les Irlandais fonctionnent avec des provinces. Leur championnat, ça sert juste à se qualifier pour la Coupe d'Europe. Ils le gagnent, tant mieux. Ils ne le gagnent pas, ça ne changera pas leur vie. Ça n'a pas la même valeur qu'un bouclier de Brennus en France. Eux,
il joue clairement pour l'équipe nationale et pour la Coupe d'Europe. Après, voilà, c'est peut-être ça aussi c'est une mentalité peut-être différente à mon avis. Après, comme on l'a dit en préambule, c'était l'équipe d'Irlande, on va pas se mentir. 14 internationaux sur 15, le 15e c'est Jack Lowe. Voilà, c'était un remake d'Irlande-France à la limite, une maîtrise totale. Je pense que ça ne pourrait pas arriver en France vu la compétitivité qu'il y a entre les clubs dans notre top 14, clairement. C'est aussi ouais, effectivement un point de vue qui se défend. On va passer à donc la deuxième demi-finale entre guillemets qui nous amène finalement à parler de la finale entre les Saracens et le Munster où il n'y a pas eu photo. Donc la finale opposera donc le Leinster aux Saracens. Pour vous, est-ce que c'est la finale idéale? Est-ce que finalement on n'a pas les deux meilleures équipes européennes de ces 2 dernières années? Flavien, si tu veux commencer sur ce sujet. Bah, difficile de dire le contraire. Leinster tenant du titre, les Saracens sont toujours là, avec Et des vainqueur joueurs en hors normes. 2017. Bah, ouais, on a les 2 derniers tenants du titre, donc clairement et sur la saison, il y a rien à dire. Ils ont dominé les débats de la tête et des épaules. Non, il y a rien à dire. Finale exceptionnelle, ça va être génial. Oui, complètement d'accord avec Flavien, hein, même avec toi, Grégoire. Ce sont les rugby, peut-être pas les plus beaux à voir, mais les plus efficaces. C'est ce qui gagne, qui sont les plus précis, les plus travaillés. Donc, ouais, il n'y a rien à rajouter. Tu peux rien, quand ces équipes tournent à plein régime, tu peux pas faire grand-chose. Voilà, on l'a vu encore une fois contre Toulouse, même le Munster, qui pourtant est une équipe qui en général est compliquée à jouer, ils n'ont rien pu faire face aux Saracens. Après, en soi, oui, c'est vrai que le jeu de Leinster est pas forcément le plus beau à voir jouer parce que voilà, c'est très propre, mais c'est aussi très, voilà, très, comment dire, ça se joue vraiment sur des petits détails. Ils savent serrer le jeu quand il le faut, etc. Voilà, je dirais que c'est un jeu qui est très léché, mais c'est effectivement pas le plus esthétique à voir. Mais le Saracens, moi, je trouve que c'est plutôt agréable à voir jouer. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve que ça joue, il y a de la vitesse, il y a de l'impact. Après, Oui, ça ressemble un petit peu au rugby anglais quoi, que produit l'équipe nationale. Grosse densité physique et puis des trois quarts qui arrivent à bonifier les ballons. Et ça va, oui, ça reste un joli jeu, mais c'est pareil, c'est très travaillé, c'est très léché, il bah n'y a oui. pas de désordre du tout. Donc, ouais, mais c'est impressionnant à voir jouer, attention, je ne dis pas le contraire, c'est quelque chose qui est magnifique si vraiment on aime ce genre de jeu, quoi. Olivier, toi qu'on n'a pas entendu sur cet aspect. Non, parce que j'ai pas forcément quelque chose, tu vois, à ajouter. Je pense que tout a été dit sur ce sujet. En effet, là, Saracens, on connaît la qualité, Leinster, on connaît la qualité. Donc, ce sera une finale indécise et me tarde vraiment de la voir. Hein. Ça va être pas mal. Tout comme me tarde de voir nos deux Français, puisque moi, je pense que ce sera pas peut-être si déséquilibré qu'on le pense. Donc, non, c'est intéressant et me tarde ces finales. Ouais, c'est vrai qu'en tout cas, ce sera une opposition de style très agréable à voir. Donc, on a déjà hâte d'y être. Et donc, bien évidemment, on vous débriefera ça dans la 3e édition de Mêlée à 5 après les finales. On va passer maintenant donc à la Challenge Cup où, on l'a dit tout à l'heure, La Rochelle qui s'est imposé 24-20 face à Sale à domicile et Clermont qui s'est imposé 32-27 au Michelin face aux Harlequins s'affronteront en finale à Newcastle. Voilà, donc je pense que c'est aussi une fierté hein, pour notre rugby français qui a été un peu malade, on peut dire, ces derniers temps. Quels sont vos pronostics pour cette finale? Parce que voilà, on a forcément Clermont par favori de cette opposition, mais voilà, on a deux équipes là aussi qui ont, à part La Rochelle qui c'est vrai a galéré en demi-finale, ont un peu survolé la compétition. Hein, leur parcours est exemplaire hein, aux deux équipes. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette finale? Vincent, si tu... Content de voir déjà deux clubs français, bien sûr, en finale. C'est super. Ça prouve que, voilà, que quand même, malgré tout, le rugby français ne va pas si mal que ça. Après, je pencherai peut-être plus pour Clermont, qui a quand même une expérience européenne plus importante. Ils ont joué des gros matchs, beaucoup plus que La Rochelle. Ils ont su se sortir aussi de matchs compliqués, notamment contre, alors je confonds, c'est pas les Northampton, que ce soit en poule ou même en quart de finale, où à chaque fois, voilà, ils ont connu des petits passages à vide. À chaque fois, ils ont réussi à se remobiliser, pardon. Et voilà, donc je pense que oui, Clermont part légèrement favori, même si voilà, sur une finale, on sait exactement ce qui se passe, sur terrain neutre en plus. Donc oui, ça va être une belle finale. Par contre, là,
pense qu'on aura du jeu. Moi, j'espère. Et moi, je dirais même plus, Clermont est totalement favori et les bookmakers se trompent pas. J'ai regardé les cotes, enfin, l'expérience, il y a tout côté clermontois. La Rochelle a galéré, terrain neutre ou pas terrain neutre, Clermont est au-dessus dans tous les compartiments du jeu et a l'expérience européenne pour mettre 20-25 points d'écart à La Rochelle qui, voilà, première finale européenne, ça va être compliqué pour les Maritimes. Faut voir. Faut Oh, voir. Après, enfin ça reste là, une finale. je trouve que tu t'avances quand même un peu. Enfin, évidemment, Clermont sera favori, mais enfin, une finale de Coupe d'Europe entre deux clubs d'un même pays, tout est possible. Que ce soit dans tous les sports généralement, quand ce sont deux équipes d'un même pays qui s'affrontent, les dés sont redistribués. Et Clermont, on l'a vu, a été capable de passage à vide. Contre Northampton, ils ont largement la tête, puis d'un coup, ça revient. Là, le dernier match, c'était les Harlequins. Ils mènent 32-8 et ça revient. Et heureusement, à la fin, tu vois, tu te dis que bon, s'il y a 5 minutes de plus, tu te demandes pas s'il a perdu cette demi. Donc, moi, je me méfie. Je pense, oui, que Clermont a quand même est favori. Mais de là à dire qu'ils vont en mettre 25, là, non, je ne m'avancerai pas sur ça. Hein. Je pense que ce sera beaucoup plus serré et que La Rochelle, justement, qui n'a rarement l'occasion de jouer des finales, si c'est peut-être la seule opportunité qu'ils ont de gagner un titre européen, je pense qu'ils s'en priveront pas, donc ils joueront à fond. Hein. Donc 20-25 points, ça me paraît quand même ouais, un peu beaucoup. Bah ouais, surtout qu'en plus on connaît aussi la malchance entre guillemets de Clermont lors des finales. Voilà, alors là c'est vrai que c'est une Challenge Cup. Pour moi, c'est l'équipe la plus forte de la Challenge Cup. On le sait. Hein. Ils sont dans cette compétition parce qu'ils ont raté leur saison dernière, mais ils ont un niveau qui est beaucoup plus élevé cette année, donc forcément ça les passe en favori. Mais attention, parce que face à une équipe de La Rochelle qui peut ne plus rien avoir à jouer lors de cette finale en fonction des résultats qu'ils ont en top 14 et donc on le rappelle le vainqueur de cette opposition sera directement qualifié en Champions Cup il me semble et donc ça peut être un élément supplémentaire pour les Rochelais qui peuvent avoir un supplément d'âme qui peut pourquoi pas renverser cette équipe clermontoise. Voilà, si un de vous a quelque chose à rajouter avant qu'on passe au top 14 justement. Ça sera aussi l'occasion de voir les deux peut-être plus beaux publics de France dans un cadre de finale. Je pense que ça va être aussi un match dans les tribunes qui va être intéressant à regarder. Voilà, c'est pour l'ambiance, ça va être vraiment sympa, vraiment, je pense. Bon, et ben on va passer tout de suite au top 14, donc qui va évidemment nous amener à reparler toutes les équipes dont on a parlé. Voilà, juste en bilan, c'est vrai qu'on peut dire que les deux finales sont finalement les deux finales idéales qu'on attendait, Saracens Leicester et La Rochelle Clermont. Donc voilà, c'est vraiment deux très belles oppositions qu'on aura vraiment à cœur de regarder et dont on vous débriefera bien évidemment l'issue lors du prochain numéro. On passe donc au top 14 comme je viens de le dire. Alors voilà, vous avez un petit visuel qui va aussi s'afficher à l'écran. Donc voilà, donc un classement bien évidemment toujours dominé par le Stade Toulousain avec ses 80 points, suivi de Clermont avec 72 points. Ensuite, on a Lyon au 3e avec 65 points, légèrement au-dessus des autres. Et ensuite, on a le fameux dilemme qu'on a déjà depuis un mois. Voilà, on a 3 places pour 6. Voilà, avec le Racing, Castres et l'UBB qui sont pour l'instant dans les 6. Et La Rochelle, le Stade Français et Montpellier qui sont en embuscade. Donc voilà, donc la 23e journée qui aura lieu ce week-end opposera Pau au Racing, le Castres Olympique au Stade Toulousain, Montpellier recevra Grenoble, Lyon se déplacera à Agen, Perpignan recevra La Rochelle, Toulon recevra Bordeaux-Bègles et enfin Clermont se déplacera sur la pelouse de Jambouin pour y affronter le Stade Français. Flavien, toi qu'on n'a pas entendu par définition sur la première émission, donc dont on ne connaît absolument pas les préférences, les pronostics et les avis, peux-tu nous dire qui, selon toi, finira dans les 6 ? Qui finira dans les 6, bon déjà Toulouse et Clermont, c'est acté. Ça, on va pas se mentir. Et ensuite, Lyon est bien parti. Le Racing a un très bon calendrier. Et par contre, oui, sur ce que j'ai vu, c'est que le Stade Français a un calendrier assez terrible quand même. Ils reçoivent Clermont, ils vont au Racing, ils vont à Montpellier et ils reçoivent Pau. Donc le Stade Français, faudra pas y compter. Moi, je pense que ça va pas bouger. Je pense que ça va rester comme ça et que les équipes qui sont aux portes du top 6 y resteront.
Après, c'est vrai que ceci dit, on a dit qu'il y avait que Stade Toulousain et l'ASM pour l'instant d'être sûrement qualifiés pour la suite, même si le Stade Toulousain d'ailleurs c'est officiel. Voilà, évidemment, je pense que Lyon, au vu de leur calendrier, et sachant qu'ils ont quand même 8 points d'avance, va se qualifier aussi. Et puis derrière, ouais, c'est vrai que Racing et Castres, qui ont 5 points d'avance et qui sont solides, à mon avis, vont se qualifier aussi. En vrai, à moins d'une grosse surprise, il y aura bataille que pour la 6ème place, hein, entre Bordeaux, La Rochelle, le Stade Français Paris et Montpellier. Comme tu l'as dit, Flavien, le Stade Français Paris a un calendrier très compliqué. Voilà, ils reçoivent clairement ce week-end. Après, le week-end d'après, ils vont au Racing. Après, c'est vrai que s'ils sortent avec 2 victoires de cette quinzaine, je les placerais limite comme favoris pour être 6ème. Mais encore faut-il sortir avec 2 victoires, ce qui n'est pas du tout fait parce qu'à mon avis, ils sont même limite outsiders sur les 2 rencontres. Donc voilà, avec La Rochelle aussi qui a peut-être la tête à la Coupe d'Europe, Montpellier qui revient très bien, et puis Bordeaux, voilà, dont on sait pas trop quoi penser cette saison, voilà, Bordeaux qui est à sa place à son niveau, mais ça peut être les montagnes russes côté bordelais, donc on sait pas trop, mais effectivement, comme tu le dis, c'est possible que ça ne bouge pas. Olivier, quelles sont tes prévisions toi pour ce top 6 en fin de saison? Comme tu le dis, sur les 5 premiers, moi je pense que ça, oui, ça reste à déterminer 3, 4, 5, mais je pense que le Racing, Lyon et Castres sont là. Castres, on sait que c'est le Money Time, c'est leur période favorite, on l'a vu, ils ont encore été gagnés à l'extérieur. Donc Castres, on sait que quand il faut mettre les bouchées doubles sur le dernier sprint, sur le sprint, ils sont là. Donc Lyon, au niveau points, c'est bon. Et puis le Racing, je pense pas qu'ils vont s'effondrer. Donc c'est vrai que, comme tu le dis, ça va être 3 places, enfin 3 équipes pour une place. Moi, je me souviens que le mois dernier, j'avais une préférence pour le Stade Français. Et je dis pas que j'ai changé d'avis, mais quand j'ai vu, on va dire que la défaite à Grenoble, et puis c'est pas en soi, c'est pas la défaite à Grenoble ou même le match contre Agen qu'ils ont gagné, c'est plus le niveau de jeu qui m'a inquiété pour aller chercher une 6ème place quand je vois ce qui les attend. C'est vrai que finalement, un derby francilien, encore ça, je pense qu'ils en sont capables parce que les derbys, je me méfie toujours. En plus, c'est à Jeanbrun, donc pourquoi pas. Mais même le reste, je veux dire, aller à Montpellier, recevoir Clermont, ouais, là, je pense que finalement, ouais, est-ce que La Rochelle ou Bordeaux vont pas avoir plus de chance, sachant qu'en plus le dernier match c'est un La Rochelle-Bordeaux, il me semble. Ça reste à voir. Parce que Bordeaux finalement n'est pas au mieux. Ils ont perdu contre Castres justement, malgré le fait qu'ils avaient été souvent invaincus chez eux. On a vu quand il a fallu élever le niveau de jeu, quand il a fallu répondre présent sur ce moment où on les attend tous, ça a un peu lâché. Donc ouais, est-ce que La Rochelle n'en est pas capable? Moi, je pense que ouais. Tout dépend là, si le Stade Français élève son niveau de jeu et ne continue pas comme ça, ils auront toujours leur chance. Mais sinon, ouais, moi, je vois bien La Rochelle. Et enfin, toi Vincent, qu'est-ce que tu penses Ben, être le top 6 en fin de saison? alors bon, après, voilà, comme rien à rajouter au niveau de 1 à 5, je pense pas que ça bougera. Peut-être que Clermont va se faire un petit peu peur selon leurs résultats, voilà, ce week-end. S'ils perdent et que Lyon a la bonne idée de gagner, bon, voilà, ça va leur mettre un petit peu la pression, mais bon, je pense pas que ça bougera. Après, voilà, je suis en train de regarder le classement et le calendrier. Je pense que voilà, on oublie peut-être un petit peu vite encore Montpellier. J'en reparle, j'y tiens. Mais pour moi, ils reçoivent Grenoble, ils peuvent envisager, je pense, les 5 points. Ils reviendraient à égalité de points, voilà, selon ce que font Bordeaux, La Rochelle, Stade Français. Après, évidemment, voilà, il y a 3 équipes à dépasser. Ça peut faire un petit peu cher. Ils reçoivent le Stade Français, donc bon, il y a peut-être un coup à jouer pour eux. Après, oui, La Rochelle, ils vont peut-être avoir très vite la tête à la finale. Ça, on sait que les équipes pas expérimentées ont beaucoup de mal à gérer les deux. Et Bordeaux, c'est les montagnes russes. On sait jamais exactement ce qui nous attend avec eux. Ils peuvent sortir un grand match comme ils peuvent complètement passer à côté. Donc, la bataille pour la 6e place va être, à mon avis, très rude, sachant qu'en plus, il n'y a pas le Castres Olympique pour venir s'y glisser au tout dernier moment, comme ça a pu être le cas l'an dernier. C'est toi qui nous parlais de Montpellier, qui nous parlait beaucoup de Montpellier dans la dernière émission, non? Oui, c'est ça, ouais. Tu penses quoi du coup de ce... Parce que finalement ils se sont encore plus rapprochés que lors de la dernière émission, donc... C'est pour ça. Je pense qu'ils peuvent, aller titiller, quoi. Enfin, parce qu'il y a quand même quelques matchs. Voilà, il y a un La Rochelle-Bordeaux ou un Bordeaux-La Rochelle. Ils reçoivent le Stade Français à un moment donné. Ouais, donc
ils peuvent aller se qualifier et au dernier moment. Et on sait qu'en général, ces équipes-là sont dans une dynamique qui peut être décisive, parce qu'on a vu Castres l'an dernier où ils ont galéré toute la saison et au final, ils ont réussi à se qualifier en 6 au tout dernier moment et aller chercher le titre. Donc, je pense que vraiment le tournant, ça sera ce week-end. Voilà. S'ils remportent les 5 points contre Grenoble et que devant, il n'y a pas les résultats qu'il faut, il faudra compter avec eux, je pense. Bon, donc globalement, on part sur voilà, hein, sur Toulouse et Clermont en 1 et 2, bien que Lyon arrive fort en embuscade derrière en 3. Le Racing et Castres qui ont l'expérience et qui sont solides, donc ils devraient se qualifier. Et en 6, vous êtes assez tiraillés, vous donnez pas trop cher de la peau du Stade Français Paris. Montpellier à voir, mais c'est pas le favori. Donc pour vous, ça se jouerait plutôt entre l'Union Bordeaux-Bègles et La Rochelle. Après, juste si on me torture vraiment sous la torture, il y a un facteur qui m'intéresse pour le Stade Français, c'est qu'ils ont réussi à gagner contre Agen à 13 contre 15 et que mentalement, ils peuvent partir en boulet de canon sur la fin de saison si tout le monde s'y met. Alors je suis assez d'accord avec ça, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé de ce match absolument incroyable. J'étais dans les tribunes et c'est vrai que la force, notamment par le biais d'un Sergio Parisse, la force mentale qu'ils ont démontré et dégagé, qui s'est dégagée de cette équipe ce jour-là était absolument exceptionnelle, parce que c'est vrai que bon, alors après on pourra en reparler, hein, à mon avis le premier carton rouge de Macalou est quand même litigieux, bien que le deuxième de Danty est totalement, hein, il n'y a rien à dire, mais voilà, c'est vrai qu'en plus il y a eu un feu de jeu avec le gros carton entre Tony Ensor et Kylian Amdaoui, voilà, qui a causé beaucoup de dégâts aux deux joueurs qui sont sortis évidemment sur civière et qui ont dû passer des examens. Voilà, c'est effectivement, alors c'est vrai que ouais, pour l'instant ils sont derrière, ils ont beaucoup de blessés, ils n'ont pas un calendrier facile, mais on sait que le Stade Français n'est jamais aussi bon que lorsqu'il est dos au mur, et effectivement, comme tu le dis, ça peut peut-être lancer quelque chose. Voilà, donc élément de réponse dès ce week-end face à Clermont dans son entre de Jambouin. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter avant qu'on passe. Non, mais comme je disais la dernière fois, je voulais y croire au Stade Français, mais il y a encore quelques manques dans cette équipe. Même si, tu vois, on peut me dire oui, il y a eu une révolte, tout ça, et c'est bien, et il y a eu un état d'esprit. Mais tu jouais à Agen. Enfin, tu prends la même chose contre Clermont, contre tout ça, tu es beau mettre l'état d'esprit, tu aurais pris une valise. Donc, moi, je trouve que c'est une belle promesse pour le futur, le Stade Français, mais il y a encore des manques sur certains petits trucs. Non, mais ça, oui, je suis d'accord avec toi, notamment si on prend le fait que le Stade Français, à mon avis, est beaucoup pénalisé. Bon, ça, c'est pas franchement nouveau, hein. C'est une équipe qui a aussi beaucoup de difficultés à tuer ses matchs et à prendre le point de bonus offensif sur des petites équipes. Alors, bon, là, ils étaient à 13 contre 15, donc c'est sûr que voilà, c'était compliqué d'aller prendre le bonus offensif. Mais regardez je sais pas, prenez même une échelle des 100 derniers matchs du Stade Français Paris, combien de points de bonus offensifs ils ont pris, notamment à domicile sur des petites équipes, comparé à des grosses équipes qui se qualifient chaque année comme le Racing, Castres, Clermont et Toulouse. C'est encore faible, hein, le ratio bonus offensif du Stade Français Paris. Donc voilà, c'est peut-être aussi un élément qui peut faire la différence. Voilà, ils sont qu'à 1 point de Bordeaux et de La Rochelle, mais c'est ce genre de petits points, ce genre de petits bonus qu'ils auraient pu grappiller à droite à gauche et qu'ils n'ont pas obtenu finalement, qui peut éventuellement faire la différence. Donc c'est vrai que je te rejoins quand tu dis que c'est une belle promesse pour l'avenir, hein, notamment avec le milliardaire Hans-Peter Wild qui a beaucoup investi dans ce projet, mais que voilà, à l'heure d'aujourd'hui, il manque encore peut-être quelques petits détails, en plus avec toutes les blessures et le calendrier du Stade Français Paris, c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Si un de vous veut intervenir avant qu'on lance la petite coupure musicale, pardon, parce qu'on n'a pas encore de pub chez WeSportFR. Non. Non, ça ira. Je pense qu'on est assez complet. On sait que voilà, que ce sera très serré entre 3 équipes, voire 4, du coup, en ajoutant Montpellier, bien entendu, puisque 5 points, sachant qu'ils pourront jouer à Grenoble, ça peut revenir. Donc, non, ouais, à suivre. Bon, et ben on restera là-dessus. Donc, avec un 6e et 7e, voilà. Vous pensez tous en grande partie que ça se jouera entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelais, qui sont donc pour l'instant respectivement 6e et 7e avec 57 points. Si vous le voulez bien, on va maintenant procéder à une petite coupure musicale histoire de nous rafraîchir un petit peu avant d'attaquer donc la dernière partie de cette émission qui concernera le 15 de France avec
Fabien Galtier qui devrait donc prendre la succession de Jacques Brunel. Donc on parlera un peu de ça et du nouveau staff qui devrait arriver aussi, ce dont vous en pensez, etc. etc. Donc voilà, il est l'heure de vous dire à tout de suite après la pause pour parler 15 de France. Nous revoilà dans Mêlée à 5, votre émission Ovalie sur wisportfr.com. Je suis toujours en compagnie de Vincent Chalier, de Flavien Olivier et d'Olivier Bastien. Après avoir parlé Coupe d'Europe et Top 14, on va désormais attaquer la dernière partie de cette émission, donc qui concerne le 15 de France. Donc voilà, on sait que c'est sûrement Fabien Galtier qui devrait prendre la suite de Jacques Brunel à la tête des Bleus. Et on a appris cette semaine, voilà, que on en sait un peu plus désormais sur son staff. Donc bien que Jackie Lorenzetti ait botté en touche cette semaine, Laurent Labitte serait pressenti pour s'occuper des trois quarts et de la défense en compagnie de Shawn Edwards, et ça serait William Servette et Karim Ghezal qui s'occuperaient des avants. Donc voilà, en ce qui concerne un peu le nouveau staff du 15 de France pour l'après Coupe du Monde 2019, qui aura donc pour objectif de conduire les Bleus jusqu'à la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu
en France. Donc voilà, donc messieurs, j'aimerais avoir un peu vos avis. Tout d'abord, est-ce que vous pensez que Fabien Galtier pour diriger cette équipe de France, c'est un bon choix? Voilà, Flavien, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que Fabien Galtier pour redresser le navire, entre guillemets, ça peut être une bonne solution? Alors pour l'instant, je ne sais pas si c'est un bon choix, mais quoi qu'il arrive, ce sera un meilleur choix, puisqu'on va planter l'attente directe. Jacques Brunel, c'est 31% de victoires à la tête de l'équipe de France. C'est le pire ratio pour un entraîneur. C'est 5 victoires et 16 défaites, dont une humiliation contre les Fidji, 2 victoires contre l'Italie dans les 5 victoires. Donc Fabien Galtier, je ne sais pas si ce sera mieux, mais quoi qu'il arrive, ça ne pourra pas être pire. C'est une bonne, une bonne analyse. Olivier, toi qui, voilà, on le sait, assez pessimiste pour ce 15 de France actuellement, en tout cas, hein, en vue de la Coupe du Monde 2019. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce projet qui s'inscrit pour l'après Coupe du Monde? Bah écoute, c'est mitigé, un sentiment mitigé, à la fois content, à la fois un peu déçu. Un peu déçu dans le sens où, quand on sait qu'il y avait un entraîneur comme Warren Gatland qui allait être sur le marché, j'aurais vraiment, vraiment voulu voir ce que ça pouvait donner, de changer un peu, de casser les codes et de voir ce qu'on pouvait faire avec un entraîneur qui a su relever le rugby gallois. Donc Ouais, alors ça m'aurait fait plaisir. je Après, te coupe 2 petites secondes. Effectivement, hein, comme tu l'as dit, c'est Warren Gatland qui est très pressenti, mais il faut savoir que donc le choix s'est tourné vers Fabien Galtier parce que Bernard Laporte a fait un référendum au sein des clubs français qui ont voté majoritairement, enfin pour ceux qui ont participé, parce qu'il y en a qu'un sur deux qui a été consulté, qui a participé. Donc voilà, ces clubs français qui ont choisi de donner la priorité à un sélectionneur français, voilà, pour prendre la suite de Jacques Brunel plutôt qu'à un sélectionneur étranger. oui, parce que d'un côté, ça défend leurs intérêts, puisqu'ils se disent que le poste pourrait revenir à l'un d'eux, et puis parce qu'on n'aime pas trop changer les choses. C'est peut-être un peu des fois ce côté conservateur du rugby français qui fait grincer des dents. Donc bon, Bernard Laporte a tenu sa parole, il a dit qu'il s'en tiendrait au résultat de sa consultation. Donc pour une fois qu'il tient sa parole, on va pas le critiquer. Mais oui, je trouve ça dommage, on un peu déçu. Mais bon, on va pas revenir sur ce qui aurait dû être, mais on va se concentrer de ce qui devra être. Et donc Fabien Galtier, pas mécontent en soi, puisque c'est vrai que Galtier, on sait que ça fait déjà plusieurs fois qu'il était pressenti, ça fait même plusieurs fois qu'il était espéré à une certaine époque. Et puis alors maintenant, certains me disent ouais, non, mais Galtier, c'est pas assez bien. Alors que pendant des années, et j'en reviens avant, quand on nous avait mis Philippe Saint-André, on justement poussait plus pour Galtier. Donc non, non, Fabien Galtier, c'est intéressant. Mais moi, ce qui me plaît surtout, ça va être la constitution du staff. On voit qu'on a une constitution de staff qui est réfléchie intelligemment. Et ça me plaît. On sait qu'on a des secteurs qu'il faut travailler. Et je prends l'exemple du coup de Guézal, qui a vraiment fait un travail et qui était excellent sur la touche lyonnaise, qui est devenue une des références en France et en top 14, parce qu'on a travaillé des phases de jeu qu'il fallait absolument travailler. Et on sait que le 15 de France a besoin de travailler la touche. Donc on va chercher un entraîneur qui est spécialisé. On va aller chercher William Servat pour les avants. On sait que c'est un entraîneur expérimenté. On va pas nous faire un peu les erreurs qu'on a eues actuellement, à nous mettre des entraîneurs qui finalement n'étaient pas encore entraîneurs, qui n'avaient pas d'expérience réelle. William Servat, on sait ce que ça donne en tant qu'entraîneur. La bite, si c'est confirmé, on sait ce que ça donne en tant qu'entraîneur. Après, je suis un peu curieux de voir le duo la bite travers marcher, enfin, voyez-vous, de les séparer. Mais bon, après, je veux dire, c'est parce qu'on les a toujours connus ensemble quelque part depuis Montauban. Mais non, non, globalement, on va dire que je suis pas mécontent. Je suis pas super content, mais je suis pas mécontent. Je me dis qu'honnêtement, on va peut-être voir le bout du tunnel quelque part et qu'on va commencer à aller de l'avant et repartir sur une nouvelle dynamique. Mais bon, on est bien d'accord que si on en est aujourd'hui à parler de ça, c'est qu'on a tous perdu espoir en quelque chose pour la prochaine Coupe du Monde. Ouais, mais ça, je pense que c'est plus que clair, hein. C'est vrai que clairement la priorité a été donnée à cette Coupe du Monde 2023, tant le, le chant, le désastre, appelez ça comme vous voulez, français, est profond depuis maintenant 4-5 ans. Vincent, toi, qu'est-ce que tu penses de cette nomination de Fabien Galtier à la tête du 15 de France et plus largement du staff qui est évoqué? Alors, bon, je rejoins un petit peu tout le monde, c'est-à-dire content de Galtier parce qu'il a quand même, voilà, il a des références, il a amené les équipes qu'il a entraînées à du beau jeu. Ce qui me fait un peu plus peur, c'est qu'à chaque fois, ça s'est terminé en autre boudin, que
que ce soit au Stade Français où il est parti un petit peu par la petite porte, à Montpellier, voilà, on sait l'histoire qu'il y a eu avec Altrad. À Toulon, certes, il y a Boudjelal, mais bon, voilà, on sait un petit peu qu'il a un caractère pas forcément facile. Voilà, est-ce qu'il ne va pas y avoir des problèmes de ce côté-là? Après, ce qui me rassure, c'est que c'est un entraîneur justement qui a du caractère, qui ne se laissera pas marcher dessus par les joueurs, par les gens autour. Voilà, il va imposer sa vision, il va pas se laisser faire. Donc voilà, je suis plutôt, comment dire, plutôt, et puis pour une fois, c'est plutôt cohérent, on va dire. Son staff est, comme disait Olivier ou Flavien, excellent. Enfin, pour moi, c'est difficile de faire un meilleur staff. Ils ont réussi à prendre, voilà, on parlait de détails tout à l'heure, à prendre chaque entraîneur qui pourra mener sa petite patte, son petit grain de sable, son petit grain de sel, qui va pouvoir, j'espère, faire prendre la mayonnaise sur des points précis comme la touche, la mêlée, la défense. Voilà, c'est des secteurs qui ont pêché. Et puis, bon, on va voir. Mais moi, ce qui m'inquiète plus largement, j'en avais déjà parlé il y a un mois, c'est le système. Est-ce qu'on va garder toujours ce système de doublons? Est-ce qu'on va laisser les joueurs dans leur club plutôt qu'en équipe de France? Voilà, c'est ça qui me fait peut-être le plus peur. Est-ce qu'on va pas peut-être se dire comme les Gallois ou les Irlandais, est-ce qu'on ne se dit pas, on va passer plus de temps en équipe de France? Voilà, c'est pour permettre justement d'encore accentuer la complicité entre les joueurs, de travailler encore plus pour rattraper un petit peu ce retard en vue de 2023. C'est ça, moi, la grosse question que je me pose. Non, et puis c'est vrai que, ouais, comme vous le disiez justement, hein, au-delà du système de jeu que tu évoquais, c'est vrai que le staff finalement est un staff de spécialistes avec, tu le disais Olivier, par exemple Ghezal à la touche qui a révolutionné la touche lyonnaise et qui est aujourd'hui un des gros atouts des Rodaniens, et ça se concrétise en termes de résultats puisqu'ils sont aujourd'hui 3e du top 14. Voilà, donc oui, donc vous le disiez très justement, un sélectionneur qui va se faire respecter. Peut-être qu'il y a des idées du rugby un peu plus modernes, je dirais, que Jacques Brunel aussi, ce qui peut aussi influer sur le jeu. Voilà, un homme, hein, Fabien Galtier, qui est dans le rugby depuis toujours, qui est consultant aussi, on le sait, sur France Télé, qui commande tous les matchs, donc qui, même s'il n'est pas forcément dans le staff ou dans le monde du rugby officiellement à plein nez, suit d'un œil extérieur un peu cette équipe depuis de nombreuses années. Donc je pense que c'est aussi un homme providentiel, voilà, qui peut, pourquoi pas, redresser cette équipe de France au mieux et justement manager, coacher tous ces jeunes talents et leur apprendre à faire jouer ensemble. On pense à Antoine Dupont, Romain Ntamak, etc. Flavien, qu'est-ce que tu penses toi du staff et de voilà un peu cet environnement? Tu as donné ton avis sur la nomination de Galtier, mais qu'est-ce que tu penses un peu de l'environnement autour du 15 de France? Alors, moi, déjà, je vais prendre le problème d'un autre côté, parce que je trouve qu'on se fout un peu de la gueule du monde, excusez-moi de le dire. Mais Carrément. ouais, mais à un moment, à une époque où on a le droit de faire jouer des joueurs qui n'ont pas de nationalité française en équipe de France, mais qu'on fait la fine bouche pour mettre un sélectionneur étranger, quand on regarde les grandes nations, l'Angleterre, avec Eddie Jones, Australien, l'Irlande, Joe Schmidt, Néo-Zélandais, on voit les grandes nations qui n'hésitent pas à prendre des entraîneurs étrangers et ça marche super. Nous, en France, on a Laporte qui se tire une balle dans le pied avec son référendum, dont les clubs amateurs l'ont dit, la plupart, ils n'en ont rien à foutre. Je suis désolé, c'est n'importe quoi et on va droit dans le mur, même après la Coupe du Monde. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est vrai que c'est. Enfin, après, je sais pas si ça, ouais, c'est subjectif à chacun, mais c'est vrai que ceci dit, c'est vrai que ça s'entend, hein, le fait que les sélectionneurs étrangers soient vraiment très très présents ailleurs et que ça fonctionne, hein, mais voilà, aussi et surtout, c'est vrai, tu as raison de le souligner, ça dérange personne qu'on nationalise des joueurs comme Willem C par exemple pour jouer en équipe de France, mais que ça pose problème tout de suite de prendre un sélectionneur étranger. Peut-être que c'est comme le disait Olivier, parce que effectivement, ou c'est toi qui le disais, je sais plus, peut-être que c'est parce que les sélectionneurs des clubs en question s'imaginent peut-être avoir plus de chances d'être sélectionneurs si la priorité est donnée aux Français, je ne sais pas. C'est vrai que dans tous les cas la question peut être posée, mais oui, c'est vrai qu'effectivement on peut s'orienter aussi vers cette question-là. Olivier, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de nous dire Flavien? Je peux que être d'accord avec ce que vient de dire Flavien. Et c'est d'ailleurs ce que je te disais. Oui, il y a une part de conservatisme dans le rugby français qui fait encore mal. Donc, à ce rugby, je veux dire, c'est ça.
on n'hésite pas, et pour les joueurs, mais pour un entraîneur, ça pose problème quand on voit la réussite ailleurs. Et c'est vrai que ce référendum, quelque part, Bernard Laporte, il avait l'ambition de prendre Gatland, s'est tiré une balle dans le pied, mais je pense que surtout il l'a fait parce qu'il fallait un peu qu'il redore son blason en donnant la parole à tout le monde, puisqu'on sait qu'il va y avoir une réélection. Et donc, si on veut bien figurer dans cette prochaine Coupe du Monde de 2023, qui aura lieu en France, il faut qu'on en fasse l'axe principal de développement et l'axe principal du rugby français sur les 4 prochaines années à venir. Et donc, du coup, ce n'est pas que la nomination du sélectionneur. Dire, il nous a mis Galtier, très bien. Moi, je prends. Bon, écoutez, faute de merde, on mange des griffes. Donc, si vous mettez Galtier, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'il faut que ça soit accompagné surtout de politique autour envers le 15 de France? Parce que si on reste sur le même mode de fonctionnement qu'on a sur les 3 dernières années, on pourra mettre Paul Jacques qui on veut, ça ne changera rien. Je pense que ce n'est pas que le sélectionneur qui va faire que. Là, je veux dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il n'y a pas que le fait de mettre un Fabien Galtier qui va tout changer. Je veux dire, on ne va pas se remettre à battre les All Blacks ou les Anglais ou les Australiens, tout le monde de demain parce qu'on a Fabien Galtier sur le banc. Non, déjà, ça passe par les joueurs. Donc, est-ce que les joueurs n'ont pas aussi un peu une remise en question à faire? Je pense, mais également par toute la politique qui va, et on va dire des manœuvres politiciennes de la fédération qui s'accompagnent en ce moment autour du 15 de France. Bah après, je te rejoins un peu sur l'aspect du conservatisme en France. C'est vrai que, enfin, pour moi déjà, faut virer toute cette, ça n'engage que moi, hein, mais pour moi déjà les Guirado, les Vahamina, voilà, même les UG, hein, cette génération qui a jamais vraiment gagné au final, qui a jamais su gagner sous le maillot bleu. Pour moi, ça doit virer quoi. Et puis tu dois laisser place aux jeunes. Alors oui, ça va prendre un peu plus de temps. Dans un premier temps, sur des grosses nations, bah voilà, un peu à l'image de cette Toulousain face au Leinster, voilà, on va se buter, on va être confronté à un mur. Mais voilà, ça va leur faire rentrer du plomb à la tête. Mais voilà, ça va leur faire prendre de l'expérience. Mais c'est vrai que voilà, c'est clair qu'il n'y a pas que Galtier, il n'y a pas que le sélectionneur à changer, même si effectivement, comme c'est lui qui choisit les hommes et qui les fait jouer ensemble et qui choisit le système, etc. avec son staff évidemment, mais comme c'en est le grand partisan, forcément, il a une grosse influence sur ce qui se passe. Mais voilà, c'est vrai que les joueurs pour moi ont une part de responsabilité aussi, mais voilà, c'est vrai que pour moi en tout cas, je te rejoins sur le fait que en France on conserve trop et que en tout cas à mon avis dans la situation actuelle dans laquelle on est, on ferait mieux de passer à autre chose. Et c'est un début, voilà, en passant de Brunel à Galtier. Mais voilà, je pense qu'après la Coupe du Monde, il faudra vraiment faire un grand ménage au sein de la fédération et au sein de l'équipe. Et voilà, pour essayer de voir ce que ça donne et espérer avoir des résultats en vue de la Coupe du Monde 2023. Vincent, si tu veux prendre la parole là-dessus. Peut-être pour aller plus loin sur ce qu'a dit Olivier, donc il y a une part évidemment de conservatisme, mais est-ce que Laporte ne s'est pas heurté à un refus de Gatland qui voulait peut-être amener son système de fonctionnement comme il a fait au Pays de Galles, avec des joueurs très présents, des joueurs libérés facilement, qu'il a sous la main, qu'il peut façonner. Est-ce que Laporte a dit ça va pas être possible? Donc est-ce que Gatland a dit si c'est pas possible, moi je viens pas? Parce que c'est un système tellement comment dire, qui demande tellement d'investissement de la part de tout le monde, des clubs, de la fédération, notamment en termes financiers. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce problème-là aussi? Et pour noyer le poisson, il a dit attendez, je vais faire un référendum, parce que Laporte, c'est un politicien un vrai, et il savait très bien qu'en faisant un référendum, 90% des clubs français diraient ah oui, non, nous on veut sélectionneur français, on est franco-français, parce que il y a toujours cette partie de conservatisme. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce côté-là? Je ne sais pas. Je ne veux pas jouer au complotiste, mais sincèrement, ça ne m'étonnerait pas. Parce que c'est comme alors vous en après, parlez, c'est une question de là, ça politique viendrait générale. ça viendrait pas que de la fédération, alors ça viendrait aussi des clubs qui ne vont pas dans l'intérêt du rugby français alors. Est-ce que pour l'instant, le système de fonctionnement pour toi est efficace pour l'équipe de France? Moi, je n'en suis pas persuadé. Non, justement, c'est pour ça que je te dis qu'il y a aussi des clubs qui peut-être du coup ne jouent pas le jeu du rugby français, justement. Voilà, bien sûr. Puisque si on se dit qu'à l'Atlante, c'est pas possible, selon la théorie, hein, c'est que les clubs ne veulent pas du coup se mettre au service du rugby français. C'est déjà le cas depuis malheureusement trop longtemps. Et le problème, c'est tant qu'il y aura toujours ce conflit FFR-LNR, malheureusement, on ne bougera pas plus, on n'arrivera pas à rattraper ce retard.
Ouais, c'est vrai que après c'est vrai que c'est un conflit entre deux organisations comme c'est souvent le cas dans le sport de haut niveau, hein. Je pense aussi par exemple au tennis où on a un conflit entre l'ATP et l'ITF, voilà, qui cause bien des dégâts et des déboires, en tout cas aux fans aux amoureux du jeu, hein, voilà, parce que c'est sûr qu'après au niveau des intérêts financiers tout le monde y trouve son compte dans les grosses instances, mais voilà, sans crier au complotisme, comme tu le disais tout à l'heure, Vincent, c'est vrai que ce débat-là aussi peut être évoqué et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on pourra parler 3 heures de cette équipe de France, on trouvera, enfin on trouvera des solutions, mais c'est vrai qu'on se demandera toujours si c'est viable et si ça peut être mis en place rapidement à l'échelle de la fédération. Voilà. On donne trop d'importance à ce système, moi je trouve. Je veux dire, les autres pays, ils font quoi de plus que nous? Pour moi, ce qu'on a là, c'est juste le résultat de plusieurs années d'incompétence totale à tous les niveaux et que les clubs, c'est le dernier des soucis. C'est une question de joueurs, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de tout ça. Il n'y a pas les joueurs d'avant, c'est fini ça. Ouais, mais tout va ensemble. Si tu veux, tout va ensemble parce que tout à l'heure on parlait de l'Irlande où voilà les clubs faisaient un effort pour se mettre au service justement de la fédération avec voilà faire jouer les joueurs ensemble, qu'ils aient plus de semaines à disposition, se tourner, réfléchir un peu, tu vois, même en termes de temps de jeu effectif, il y a beaucoup moins de joueurs étrangers par exemple dans les championnats irlandais, anglais, etc. qu'en France, tu vois. Donc forcément, On l'a fait cet effort en France, hein. Ils sont plus souvent à disposition du 15 de France. Ça a été fait, hein, je suis désolé, hein. Oui, mais par rapport à ce que font les Anglais, les Gallois, les Irlandais, c'est limite ridicule. Enfin, on a aucun moyen, même financièrement. Quand on voit, c'est Boudjelal qui le disait très bien, quand on voit, je ne sais plus combien il donne par jour d'absence d'un international, c'était genre 150 euros, quand la fédération anglaise mettait 1000 ou 1500 euros. Donc voilà, c'est une histoire, c'est une économie globale, malheureusement. Et il y a une question d'argent qui rentre en jeu. Et puis, il y a les droits télé. Le top 14 est regardé un peu partout. Ils essayent de se développer, notamment en Asie. Ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, ils vont lâcher. Ils vont dire, bon, OK, on baissera peut-être un petit peu le niveau du top 14 et pour que l'équipe de France aille mieux. Moi, j'en suis pas persuadé. Olivier, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus avant qu'on se... Bah, c'est juste pour dire que finalement, comme je dis, l'intérêt du rugby français, finalement, j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche un peu, quoi. À chaque fois, ça veut dire tout le monde se renvoie la balle, tu vois. Et je me renvoie la balle là, oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ceci. Euh, des solutions, il y en a, mais après, est-ce que on a le courage de les mettre en place? J'ai l'impression que non. Et donc Bernard Laporte, qui nous a vendu un projet en tant qu'homme de décision, finalement, il les prend pas, ces décisions. Il tape pas du poing sur la table. Et C'est ça, ouais. c'est fort dommage. C'est vrai que c'est assez représentatif avec le référendum justement, mais est-ce que finalement Bernard Laporte ne souffre pas d'un déficit de légitimité et qu'il a envie justement d'un peu redorer son image, si je puis dire, raison pour laquelle il a peut-être voilà consulté l'avis des clubs alors qu'il aurait pu, comme tu l'as dit, taper du poing sur la table et s'imposer. Je ne sais pas, c'est vrai qu'après c'est des débats qui sont un peu en dehors de ce qu'on peut entre guillemets analyser, parce que c'est vrai qu'on n'est pas non plus dans la fédération, donc on peut pas trop savoir ce qui s'y passe, même s'il y a des bruits de couloir. Donc voilà, c'est vrai que c'est un problème complexe. Si un de vous veut rajouter quelque chose pour conclure sur le Non, mais après, 15 de France. c'est vrai on stigmatise un peu Bernard Laporte. Mais bon, il n'y a pas que lui. Je pense que c'est tout le système du rugby français qui doit se remettre en question. Bernard Laporte, on peut dire que c'est la tête d'affiche, tu vois, et c'est lui qui stigmatise un peu tous les rankeurs, parce que finalement, on dit équipe de France, fédération, mais c'est le système du rugby français qui ne se remet pas en question. Quand on fait une consultation, on nous dit bah non, on veut pas de changement. Et ça, ce sont les clubs, c'est aux clubs professionnels qu'on a demandé ça. Donc, tu vois, il n'y a pas que lui finalement, mais bon, il faut bien une tête de Turc. C'est vrai. Bon ouais, c'est vrai que je pense on a fait le tour et on a compris que finalement le problème du 15 de France c'était un peu plus profond qu'un sélectionneur. Mais voilà, donc pour rapidement synthétiser tout ce que vous avez dit sur la question de base, hein, parce que la question de base c'était surtout la nomination future de Fabien Galtier, parce que c'est pas encore officiel comme le disait Fabien Artaud, pas Fabien Artaud, Mathieu Artaud pardon, il y a quelques jours. Donc la nomination de Fabien Galtier avec le staff qu'on vous a cité, donc Guézal, Labitte et Servat, etc., qui donc vous enchante et vous pensez que ça peut être
une potentielle source de progression pour ce 15 de France, à l'exception de Flavien, voilà, qui reste de Flavien, c'est ça, ouais, qui reste assez sceptique, pardon, sur l'avenir du 15 de France et sur l'élimination d'un coach français, alors qu'effectivement on aurait pu avoir par exemple un Warren Gatland à la tête des Bleus. Messieurs, merci de m'avoir accompagné lors de cette émission, de cette deuxième édition de Mêlée à 5. Donc voilà, donc on se retrouvera la semaine après les finales ou 2 semaines après, je sais plus, mais on vous communiquera ça quoi qu'il arrive sur les réseaux sociaux, pardon. Donc voilà, donc les finales qui auront lieu à Newcastle le week-end du 10, 11, 12 mai. Voilà, donc qui opposeront, comme on l'a dit tout à l'heure, le Leinster aux Saracens et en Challenge Cup la finale 100% française entre Clermont et La Rochelle. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Donc comme je vous l'ai dit, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour débriefer la finale des Coupes d'Europe et voilà, se projeter carrément sur les phases finales du top 14 puisque le championnat sera terminé. Donc on pourra voir voilà, qui est bon et qui est moins bon en pronostic au sein de cette rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, bonne soirée à tous et on vous dit à la prochaine sur 100% live. Wisport FR 100% live. C'est l'heure de la Mêlée à 5, votre émission rugby présentée par Grégoire Alain.